à toutes et à tous, on est le mardi 4 juin et vous regardez l'actu réfractaire. En plus avec un nouveau logo et une nouvelle bannière. C'est pas mal non? Vous en pensez quoi? On attaque donc sur les actualités en Palestine. Plusieurs négociations ont eu lieu ce week-end. L'une pour rouvrir le poste frontière de Rafah, pour permettre l'arrivée de davantage d'aide humanitaire, puisque depuis la prise du poste frontière par Tsahal le 7 mai, toute l'aide humanitaire doit arriver par le poste frontière de Kerem Shalom. Sauf qu'évidemment, ça n'empêche pas les colons israéliens d'intercepter les camions et de détruire leur contenu. Puis bon, de toute façon, l'armée israélienne favorise les camions commerciaux comme on vous en avait déjà parlé. Il y a aussi une jetée qui a été installée par l'armée états-unienne sur la mer Méditerranée, sauf qu'après seulement 15 jours d'utilisation, elle a été mise hors service à cause des conditions météo. Bon, quoi qu'il en soit, l'aide apportée, elle n'était pas suffisante, et elle n'était pas non plus sécurisée jusqu'à son arrivée à leur point de distribution. Il y a quand même des Palestiniens qui ont pu procéder à des pillages de camions pour être sûr d'avoir un peu de bouffe plutôt que d'attendre que la famine les emporte. Et pour ce qui est du point de passage de Rafah, eh bien, Israéliens et Égyptiens se renvoient la balle un peu comme ça quant à sa fermeture, ce qui risque pas de permettre sa réouverture prochaine. L'autre négociation, c'est celle portée par Joe Biden qui a annoncé ce week-end qu'un plan de paix avait été rédigé par l'administration états-unienne et l'État d'Israël. Bon, alors, le plan de paix, il est en réalité pas totalement établi, mais apparemment, il prévoit 3 phases, dont seule la première est totalement dessinée, à savoir une trêve de 6 semaines, durant laquelle le Hamas devrait libérer les femmes et les personnes malades capturées le 7 octobre, tandis que l'État d'Israël libérerait aussi des otages palestiniens. Dans le même temps, l'armée israélienne devrait se retirer des zones densément peuplées de Gaza et bien sûr cesser les bombardements. La seconde phase, qui sera négociée en détail pendant la première, serait celle de l'arrêt total des combats avec retrait des troupes israéliennes à Gaza. Et la troisième servira à la reconstruction de Gaza avec évidemment l'aide des États-Unis et de la communauté internationale. Voilà, donc en gros, Biden arrêtera de livrer des armes à l'État d'Israël, mais va pouvoir placer ses cimentiers et autres entreprises du BTP à la place. Et il y a de la reconstruction à faire puisque un rapport de l'ONU pointe que plus de la moitié des constructions ont été détruites ou endommagées dans la bande de Gaza. Et en effet, Alternative économique ont partagé un graphique qui montre la destruction des infrastructures à Gaza. Et on peut voir que plus de 80% des infrastructures de soins ont été détruites, pareil pour les 3/4 des écoles, et la Banque mondiale, elle estime que la quasi-totalité des fermes ont été détruites. L'article y précise aussi que les bombardements à Rafah poussent les Gazaouis vers le nord où il n'y a aucun convoi humanitaire, ce qui renforce évidemment le risque de famine. Voilà, donc le cessez-le-feu est urgent. Bon alors évidemment, l'administration états-unienne demande à l'ONU de soutenir son plan de paix, et c'est une demande qui s'est fait entendre, puisque l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Thorven Eslund, a déclaré ce matin qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Netanyahou, lui, il la juge incomplète, et il y a quand même une petite précision importante, c'est que la proposition reconnaît l'existence d'un État palestinien. Bon, sans préciser ce que serait exactement cet État palestinien. Mais il faut avant tout que le Hamas accepte cet accord et que Netanyahou ne revienne pas dessus, parce que bon, pour l'instant, les bombardements sur Rafah n'ont pas cessé et plusieurs ministres issus de l'extrême droite hurlent contre Netanyahou pour que l'accord tombe à l'eau, menaçant de quitter le gouvernement et donc de faire voler en éclats la majorité parlementaire. Sauf que de l'autre côté, 120 000 Israéliens ont manifesté ce dimanche à Tel Aviv, la capitale israélienne, pour protester contre leur gouvernement qui ne font rien pour la libération des otages. Les manifestants ont aussi demandé l'aide des États-Unis pour un cessez-le-feu. Et on a appris récemment la mort de 4 otages détenus par le Hamas, ce qui va renforcer potentiellement encore plus le mouvement de contestation en Israël. En audition au Parlement ce lundi, Netanyahou a annoncé qu'il n'accepterait pas un cessez-le-feu total. Il aurait donc choisi de faire plaisir à ses ministres, mais on verra vite si la mobilisation des Israéliens ne va pas lui faire changer d'avis. D'autant que les chefs d'État occidentaux vont probablement lui mettre la pression à force de s'en prendre plein la tronche dans leur État respectif. Ce samedi, une manifestation a réuni plus de 20 000 personnes à Paris contre le génocide à Gaza, mais aussi en solidarité avec les Kanaks et pour commémorer les 11 ans de l'assassinat du militant antifasciste Clément Méric. Samedi toujours, la flamme olympique de passage à Rennes a été accueillie avec le déploiement d'un drapeau géant de la Palestine sous l'œil médusé des athlètes et des flics. Dans la francophonie, des dizaines de streamers
se sont alliés tout le week-end avec le streamer for Palestinians. Bagheera Jones, Mr. MV, Doigby ou encore Natou se sont relayés pour lever des fonds au profit de Médecins du Monde pour apporter des secours aux Palestiniens. La cagnotte, elle est encore active jusqu'à mercredi si tu veux y participer et le lien est dans les sources en description. Ce lundi, en Allemagne, il y a des manifestants en soutien à la Palestine qui ont perturbé la conférence pour le climat de Bonn qui doit préparer la COP29 de cet hiver. On a aussi un abonné qui nous a envoyé une vidéo de Sydney où il n'y a jamais eu autant de personnes mobilisées depuis le mois d'octobre alors qu'il y a des manifs qui se font tous les dimanches pour la Palestine. À New York, le Brooklyn Museum a été bloqué ce vendredi par plusieurs milliers de personnes qui ont tenté de rentrer dans le musée, ce qui a amené à l'arrestation de 22 manifestants. Ces manifestations, elles peuvent peser dans la balance, peu importe les formes qu'elles prennent, hein. C'est le moment de se mobiliser, de faire des actions, des rassemblements, des manifestations, en fait de mettre la pression, d'autant que les dirigeants européens, et surtout français, flippent pour les résultats des européennes, tandis que Joe Biden espère bien être réélu, lui, à la fin de l'année. Allez, maintenant, on passe au bref. Vous avez vu la candidate macroniste, elle n'y arrive pas du tout. Le parti présidentiel est à la peine dans les sondages et se prépare à une grande défaite pour les élections européennes du 9 juin. Et donc, il faut sauver le soldat ailleurs. Alors, Édouard Philippe est intervenu chez BFM pour parler à sa place et lors d'une émission de France Télé, Attal a carrément débarqué pour remplacer sa candidate. Enfin, pour la soutenir. Enfin, on sait pas trop, quoi. Et ça a donné de l'inspiration à des gens sur Twitter, hein. Regardez. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Valérie Ayé. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Et jeudi, 24 heures avant la fin officielle de la campagne des Européennes, c'est qui va intervenir à 20h sur TF1 et France 2 pour soutenir sa candidate ? Eh bien oui, c'est Emmanuel Macron. Après, il raconte que il se sent obligé face à un Bardella à 35%. Enfin, ça c'est ce que rapporte le journal de Bernard Arnault à partir de fausses fuites bien orchestrées venues de l'Élysée. Alors théoriquement, un président ne devrait pas ingérer sur une campagne électorale qui ne le concerne pas. Mais bon, en vrai, on s'en fout du théorique, hein. Le gars, il peut bien parler à la télévision française, et il le fait. Et le service public a intérêt à accepter et à pas poser de questions trop gênantes, hein, vu la réforme de l'audiovisuel à venir. Il faut dire aussi qu'il y a des énièmes motions de censure proposées par les RN et LFI contre le gouvernement lundi, donc après les élections européennes. Bardella promet de demander une dissolution de l'Assemblée en cas de grande victoire, hein, ce qu'ils ne pourront pas imposer sans le soutien de LFI et des Républicains. Ces derniers sont donc en position de faiseurs de roi et s'en serviront pour négocier avec la Macronie. Alors, comment va réagir la Macronie en cas de lourde défaite ? Eh bien, c'est ce qu'on verra ensemble sur Actu Réfractaire, donc pense à t'abonner. Autre sujet bien plus concret, le gaz va augmenter en France de 5 à 10% d'ici le mois de juillet. La raison ? Eh bien, les fournisseurs l'expliquent par la baisse de la consommation de gaz et la perte de 200 000 clients en 2 ans. Sauf qu'en même temps, le coût des infrastructures de gaz reste les mêmes, donc il y a moins de gens pour payer le même entretien, ce qui fait gonfler les factures. Et ça, c'est ce que disent les fournisseurs, encore une fois, hein. Mais bon, on peut leur faire confiance, non ? Après, bon, vous savez, sur Actu Réfractaire, nous, on est des républicains, donc on va laisser la parole de fin à notre ministre de l'économie, qui parlait sur BFM. Le gouvernement a assez peu de soutien. Ah, donc c'est de la faute des autres Non, si vous êtes, pas du tout. Si vous êtes dégradé. Je lis l'avis. Ouais. Moi, je prends toutes mes responsabilités. Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi ? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. Ah ouais, carrément. Toi, t'en penses quoi de ça, hein ? Quelques doutes quand même, non ? C'est là-dessus qu'on termine cette quotidienne. Pensez à nous soutenir avec un petit commentaire, un petit partage. Vous pouvez aussi nous faire un don sur notre page Tipeee. Et puis on se voit demain à 18h pour une prochaine Actu Réfractaire. Ciao ! Prenez soin de vous les gens.